Salut à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Mon nom est Andy David et aujourd'hui je suis sur l'île de Lanzarote, île espagnole des Canaries au large du Maroc, pour tester l'Audi Q8 e-tron, la version mise à jour de l'Audi e-tron sortie en 2019. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne Automobile Propre et à activer les notifications, comme ça vous recevrez une alerte dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. C'est déjà l'heure du bain de jouvence pour les pionniers de l'électrique. 4 ans après sa sortie, l'Audi e-tron, premier véhicule zéro émission proposé au catalogue de la marque, reçoit quelques menus mises à jour esthétiques, une batterie flambant neuve et une appellation presque inédite, Q8 e-tron. Alerte confusion, ce Q8 électrique n'a rien à voir ni techniquement ni esthétiquement avec le Q8 thermique. Audi a travaillé le CX de son SUV assemblé à Bruxelles en Belgique. Sur cette carrosserie classique, le coefficient de traînée s'est abaissé de 0,27 à 0,26. La version Sportback avec le pavillon incliné fait encore mieux avec 0,24. Très populaire en Europe du Nord, l'e-tron était notamment le véhicule le plus vendu en Norvège en 2020. Alors pour reconnaître le Q8 e-tron, donc la nouvelle version de l'ancienne qui s'appelait juste e-tron, il suffit de regarder le logo. Pour la première fois, Audi inaugure donc son nouveau logo, ses nouveaux anneaux. C'est en 2D, avant c'était en 3D. Comme ça, vous le reconnaîtrez du premier coup d'œil. Audi a également refait un petit peu la calandre, qui garde le même principe, c'est-à-dire qu'on a des ouvertures qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction des besoins de refroidissement de la batterie. C'est pas dépendant de la vitesse, j'ai demandé hier, c'est dépendant des besoins en température. Petite nouveauté avec ce restylage, c'est cette petite chose en plastique. Ça a l'air de rien, mais ça permet de canaliser le flux d'air autour de la roue et de limiter les perturbations. C'est pas un gros changement, simplement ça permet de contribuer à l'amélioration de l'aérodynamique de la voiture. Alors moi il y a un petit détail que j'aime beaucoup, c'est là au milieu, on a le petit logo Audi qui tourne et qui finit, ça devrait arriver d'ici une seconde ou deux, sinon je l'arrête, mais toujours par se remettre droit quand on est à l'arrêt. On a de grandes jantes 21 pouces, ça c'est classique sur ce genre de gros SUV, ça permet notamment d'équilibrer la ligne, et je remercie Audi qui a quand même mis des pneus Bridgestone avec une épaisseur assez importante, ce qui va permettre de sauver un petit peu le confort, parce que plus vous avez des grandes jantes, plus la consommation c'est compliqué, mais aussi plus ça rend la voiture inconfortable. Alors pour vos travaux à la maison ou quand vous arrivez à la borne, sachez que vous avez la prise à l'avant gauche, elle s'ouvre comme ça. Point positif, il y a la même de l'autre côté à l'avant droit. Alors ouverture automatique du coffre et très bonne surprise, on a énormément de place. J'ai du mal à toucher la banquette. On a le système Isofix qui est bien pratique pour les familles. Et puis donc beaucoup de profondeur, beaucoup de largeur. Évidemment c'est un petit peu haut parce qu'il y a la batterie en dessous, mais bonne surprise. Si on soulève ici le couvercle, on voit que il y a un beau petit bac ici. Alors il y a le subwoofer qui prend un peu de place, mais il y a franchement de la place pour mettre pas mal de choses. Ça c'est un point vraiment positif. Et puis le petit couvre-coffre, toujours sympa pour cacher un petit peu ses affaires. Franchement côté coffre, bilan très satisfaisant. Et à l'avant, on a une petite surprise supplémentaire sous le capot. C'est la présence, hop, j'y arrive, d'un coffre additionnel qui permet, c'est pratique, de stocker tous les câbles. Allez, on passe à l'intérieur et je vais vous montrer les petits détails avec la caméra. Alors devant moi, l'instrumentation numérique typique d'Audi de ces dernières années, c'est assez large, c'est assez lisible. Moi j'aurais un petit reproche, c'est vous voyez là, on a l'état de la batterie, on est autour de 75-80%, mais le trait il est assez fin. Donc parfois on a peut-être un peu de mal à lire. À côté, un écran central, il est plutôt réactif, vous voyez. Ce que j'aime bien, c'est que quand on touche les petites commandes, comme ça, on a une espèce de petit retour haptique, c'est-à-dire qu'on sent que ça nous confirme, entre guillemets, quand on a bien appuyé, donc ça, c'est assez pratique. Et donc, en dessous, on a le deuxième écran qui sert à régler la climatisation, donc hop, on la met en marche, et puis on peut régler les températures d'un côté ou de l'autre. Tout ça est très classique, mais justement, là aussi, le petit retour écran, il est pratique quand on conduit, on a les sièges chauffants, je vais éviter de me faire cuire le derrière, frein à main électrique, et pour les manœuvres, accès direct à la caméra. Vous voyez que c'est plutôt net et on a la caméra 360, donc ça rend les choses plutôt lisibles et agréables. Côté finition présentation, c'est du Audi classique, c'est de très bonne aloi. Les matériaux sont sympas au toucher, ils sont sympas au visuel, même en bas là, dans les endroits un peu cachés, c'est franchement de la bonne qualité, ça tiendra dans le temps.
À l'arrière, je dois dire, c'est royal. Alors, d'abord, un espace au genou. J'ai réglé le siège pour moi devant. Hein. Moi, je fais 1m77, je roule un peu avancé. Mais globalement, j'ai presque 50 cm devant pour mes genoux. Moi, je suis souvent un peu énervé après les véhicules électriques parce que je trouve que le plancher est haut et on est un peu assis avec les genoux qui remontent. Ici, pas de problème. Franchement, on est bien installé. Et il y a tout ce système de climatisation pour les passagers arrière qu'on peut manœuvrer. On peut choisir sa température, etc. Ça, c'est plutôt agréable. Alors, je profite de la traversée de la localité de Ortsola, située tout au nord de l'île, pour faire un petit point sur la conduite en ville. Alors, première constatation, c'est que cette voiture, elle offre un silence de fonctionnement et une absorption des bruits extérieurs qui est de très très haut niveau pour un véhicule électrique. Hein. Souvent, c'est un peu le défaut, on a l'impression d'être dehors. Ici, on est très très protégé des éléments. Alors, on va tester la suspension pneumatique. Là, il y a juste devant moi 2 ralentisseurs. Boum boum, boum boum. Alors, on a une suspension pneumatique sur cette voiture, ce qui permet de limiter les mouvements et aussi d'avoir, de se faire moins mal au lombaire sur ce genre d'obstacle, sachant que c'est un véhicule très lourd. Ça permet vraiment de minimiser ça. On est sur des choses équivalentes à des voitures thermiques beaucoup plus légères. Donc c'est plutôt un bon point d'avoir cette suspension pneumatique. Et c'est souvent ce qui sauve hein, ces grands véhicules, notamment allemands, prestigieux, électriques, qui font le poids de 2 Dacia Spring. Ça permet de sauver le bilan confort parce que c'est évidemment un argument important pour ce type de véhicule. Alors on a une direction qui est assez bien calibrée parce qu'en ville, elle est légère, mais agréable. Et puis c'est une voiture quand même assez massive, donc forcément en manœuvre, c'est pas toujours aisé. Alors nous voici sur route et ce Q8 e-tron il réussit l'exploit habituel des grands SUV premium allemands, c'est-à-dire qu'il arrive à être très encombrant, très lourd, mais quand même un peu plaisant à conduire. Hop, j'arrive dans les petits virages. On voit qu'il y a une assez bonne précision de la direction, on tourne bien à plat. Alors on peut dire merci aux suspensions multibras à l'avant et à la gestion pneumatique de tout ça, qui permet de maintenir un excellent niveau de confort et de ne pas gîter ou tanguer dans les virages. Donc vous l'aurez compris, hein, hop, on aborde le virage, côté train roulant. Si on n'exagère pas, tout ça est très 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 bien maîtrisé. Alors dans cette version 55, c'est-à-dire plutôt axée grande autonomie, ce véhicule est équipé de 2 moteurs à induction. Il y en a un à l'arrière et un à l'avant. Et si on accélère, on voit que les performances sont très largement suffisantes, notamment eu égard, et non pas eu égard comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, merci à Hubert qui m'a corrigé, au poids du véhicule. Évidemment, comme tous les moteurs électriques, c'est assez linéaire. Ça accélère très fort au début, puis un petit peu moins après. Alors je vais profiter du fait d'être toute seule sur cette route pour faire un petit test de freinage. Mon habituel petit test de freinage. Ça mord bien, pour un véhicule de ce poids-là, c'est plutôt encourageant la manière dont ça freine droit. On sent quand même que l'ABS intervient très vite pour mettre fin à nos plaisanteries. Et il y a un point vraiment positif, je trouve, et je veux féliciter les ingénieurs d'Audi pour ça, c'est que le ressenti dans la pédale est très direct, très clair et ressemble exactement à ce qu'on aurait sur une voiture thermique. Et ça, dans l'univers électrique où des fois on a des pédales de frein en chewing-gum, ou des choses en béton, vraiment là d'avoir un ressenti aussi naturel si vous venez de la voiture thermique, c'est plutôt très 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 positif. Donc bravo aux ingénieurs d'Audi. Alors il y a un sujet, je voudrais prendre une minute pour l'aborder, c'est celui de la rétrovision par caméra. Audi nous a installé donc des caméras sur le côté du véhicule qui remplacent les rétroviseurs classiques. L'argument, c'est évidemment que c'est plus aérodynamique que les gros blocs avec les miroirs derrière. Le problème pour moi, c'est pas ça, le problème c'est le positionnement des écrans qui remplacent les miroirs. Côté passager là-bas, ça se passe plutôt bien parce qu'on a le regard à peu près dans la même direction que l'on l'aurait normalement quand on fait son contrôle, par exemple pour tourner à droite. En revanche, moi je trouve que c'est pas terrible, voire limite dangereux, sur le côté du conducteur. Pourquoi ? Parce que naturellement votre regard il est attiré par
extérieur, c'est-à-dire le poteau, entre guillemets, que vous voyez sortir, plutôt que par l'écran. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tant que vous n'êtes pas accoutumé, vous passez votre temps à regarder dehors. Ah non, alors hop, le regard il descend. Et puis après, vous faites votre contrôle. Donc il s'est passé 3 secondes le temps que tout ça arrive. Je trouve ça pas terrible, voire limite dangereux pour les gens qui sont encore dans la phase d'apprentissage. De plus, l'image dans la caméra, oui, elle est très nette, et ça c'est plutôt bien. En revanche, ce que j'ai à dire, moi, c'est que je la trouve... En fait, on a du mal à voir le relief. Et étonnamment, il y a des voitures qui parviennent mieux. Et je pense par exemple à la Hyundai, voiture nettement plus petite et nettement plus populaire, qui parvient assez bien, avec ses rétro-caméras, à être utilisable au quotidien. Alors il y avait une critique récurrente sur l'ancienne e-tron, c'était le manque d'autonomie. La voiture dépassait difficilement la barre des 300 km. Du coup à Ingolstadt, on s'est remis au boulot et on a sorti la solution. La solution, c'est une toute nouvelle batterie. Alors elle propose une capacité presque record de 114 kWh en brut, ça veut dire 106 kWh en net. Sur le marché, il y a la Mercedes EQS, la BMW i7, mais à part ça, il n'y a personne qui va au-delà de la barre des 99-100 kWh. Et Audi a fait tout ça sans changer, on va dire, le plan de la voiture. C'est-à-dire que la batterie a un encombrement à peu près similaire. Alors comment Audi a fait pour avoir une capacité massive tout en conservant le même encombrement? Eh ben, ils ont changé la composition de la batterie. Exit l'habituel combo nickel, manganèse, cobalt. Cette fois, on est passé sur une composition nickel, cobalt, aluminium. Ça a 2 avantages. Le premier, c'est qu'on met moins de cobalt dedans, ce qui est plutôt positif et pour l'environnement et pour les droits humains dans les pays où c'est exploité. Deuxièmement, l'avantage, c'est qu'on a une plus grande densité énergétique. Donc on peut mettre davantage de kilowattheures dans une batterie qui est à peu près de la même taille. L'inconvénient de ce type de batterie, c'est que ça coûte nettement plus cher qu'une batterie traditionnelle. D'ailleurs, pour vous, quelle est la bonne solution batterie ? Les commentaires en dessous, n'hésitez pas, on peut en discuter. Je pense que ça serait un débat assez enrichissant pour tout le monde. Alors conséquence directe, c'est qu'Audi promet plus de 550 km d'autonomie en cycle mixte WLTP. Là j'ai fait un trajet mixte avec pas mal de routes, un peu de dénivellation, un petit bout de voie rapide. Et ma consommation moyenne, elle est de 26,9 kWh au 100 km. Ce qui laisse espérer 400 km d'autonomie réelle, ce qui est sans doute un des objectifs psychologiques que les ingénieurs d'Audi ont voulu atteindre. Alors il y a un effet de bord assez marrant, c'est que Audi a amélioré la vitesse de recharge, puisqu'on atteint en crête 170 kW. Mais comme la batterie a une capacité supérieure, le temps de chargement est strictement identique sur borne rapide. On est resté à 31 minutes pour aller de 10 à 80%. Je profite de ces quelques belles images pour revenir à des considérations un peu plus terre à terre. Notre version 55 de 408 chevaux démarre à 96 200 €. Évidemment, le tarif facial ne raconte pas toute l'histoire. Quand de nombreuses marques misent désormais sur une gamme ultra simplifiée, le constructeur bavarois persiste avec son maquis d'options et de possibilités de personnalisation. Voilà, je vais terminer ce sujet là sur les hauteurs, dans les brumes de l'incertitude. Ce QBT e-tron, il est effectivement meilleur que l'ancien. Il va un petit peu plus loin. Il a gardé, on va dire, son vrai confort de grand SUV allemand. Après, je vous laisse avec une question philosophique. Est-ce que la voiture électrique, l'avenir, c'est de continuer à faire du premium lourd avec des grosses batteries, ou est-ce qu'on doit aller vers quelque chose de un peu plus populaire, quitte à ce que on aille un petit peu moins loin, qu'on ait un petit peu moins d'autonomie et peut-être un petit peu moins d'équipement? Je vous laisse en débattre philosophiquement et avec courtoisie dans les commentaires ci-dessous. Et on se retrouve très très vite sur Automobile Propre.